Donc, on va passer à la dernière présentation et merci beaucoup pour votre patience. C'est autour d'une thématique qui est très à jour, qui impressionne, qui passionne avec tous les débats et la polémique autour. Donc, la parole est au professeur Jean-Michel Pawlowski qui va nous traiter l'intelligence artificielle et la fameuse interrogation Homo Deus, Homo Inutilis. Je rappelle rapidement que vous êtes gastro-entérologue et pathologue, bien entendu, et que vous êtes directeur du département de biologie de pathologie, chef de département de prévention, de diagnostic et de traitement des infections, directeur de l'équipe de recherche virus et pathologie cancer et hôpital Henri Mondor, Université Est Paris. À vous la parole, professeur. Merci. Merci beaucoup, merci. J'espère que vous avez encore un peu de jus de cerveau. On va sortir un peu de l'hépatologie et parler de choses qui, je pense, nous intéressent tous. Je voudrais d'abord remercier le docteur Benayoun et tout le comité d'organisation pour l'invitation. Ça faisait longtemps que j'étais pas revenu au Maroc, une douzaine d'années, donc c'est un plaisir d'être ici et de profiter de votre hospitalité. Alors, comme vous l'avez dit, je suis à la base un hépatogastro-entérologue comme vous tous. Je suis devenu virologue parce que l'hépatite C, j'ai passé ma vie sur les hépatites virales, c'est là qu'est mon expertise. Et en fait, je ne connais rien aux intelligences artificielles, mais je viens vous en parler parce que je m'y intéresse. Je m'y intéresse en tant que citoyen dans toute cette compréhension à la fois politique, philosophique, financière, sociétale. Je m'y intéresse en tant que médecin parce que c'est notre avenir et je m'intéresse, et je pense vous aussi, à l'évolution de notre art. Et puis je m'intéresse à l'intelligence artificielle en tant que directeur d'une équipe de recherche parce que je suis entouré de jeunes gens que j'ai recrutés qui, eux, sont très forts en intelligence artificielle et qui développent des applications au quotidien, et on en parle vraiment tous les jours. Donc, aucune certitude aujourd'hui dans ma présentation. Je suis là pour vous emmener dans une réflexion et puis on verra. Chacun peut avoir son avis dans un sens ou dans l'autre et seule l'histoire nous dira ce qui se passe. Alors tout d'abord, quelques définitions et concepts. Je suis allé chercher les définitions qui étaient données aujourd'hui officiellement de l'intelligence artificielle. La définition du dictionnaire Robert est la suivante. C'est un ensemble des théories et des techniques de développement des programmes informatiques complexes capables de simuler certains traits de l'intelligence humaine, raisonnement, apprentissage. Le Parlement européen a donné sa propre définition de l'intelligence artificielle. C'est tout outil utilisé par une machine afin de reproduire des comportements liés aux humains, tels que le raisonnement, la planification et la créativité. Et puis la CNIL, c'est la Commission nationale informatique et liberté française, a défini l'intelligence artificielle comme tout système mettant en œuvre des mécanismes proches de celui d'un raisonnement humain. Je pense qu'il y a une chose qui va vous frapper tout de suite ici sur ces définitions, c'est l'anthropocentrisme. C'est-à-dire l'incapacité de penser que l'intelligence artificielle puisse être autre chose que juste un mimétisme de l'intelligence humaine. Or, nos intelligences humaines sont extrêmement limitées. Elles sont limitées pour des raisons anatomiques, qui est notre crâne. Notre crâne, comme je pense vous l'avez remarqué, n'est pas mou, donc il ne permet pas une croissance du cerveau, il ne nous permet pas de démultiplier le nombre de lobes cérébraux que nous avons, il est dur. Et cette dureté, cette forme et ce volume sont le résultat d'une très longue évolution darwinienne qui, évidemment, intégrait la progression des capacités cognitives. Donc le cerveau humain, il a gonflé par rapport au cerveau de nos ancêtres singes, mais également des limites liées à la capacité de se mouvoir, c'est-à-dire de pouvoir courir après des animaux pour les manger et courir devant des animaux pour ne pas se faire manger. Et vous imaginez bien qu'avec un cerveau mou qui croîtrait en permanence et qui finirait par faire 20 kilos, on ne pourrait pas avancer. Donc cette limite anatomique limite également nos capacités. Et je pense que si vous regardez ces deux êtres humains qui sont nés à 2500 ans d'écart, Socrate d'un côté et Albert Einstein de l'autre, il n'y a strictement aucune différence entre eux sur les capacités intellectuelles de pensée cognitive. Si Socrate était né en même temps qu'Albert Einstein, il aurait pu parfaitement, avec sa génétique, avec ce qu'il était capable de faire intellectuellement, découvrir la théorie de la relativité, mais pas plus, parce que c'est ce que nous pouvons faire dans un cerveau humain. Nous sommes donc limités non seulement par la taille de notre cerveau, mais également par notre biologie. On ne peut pas tout faire. On a besoin de manger, on a besoin de dormir, on a besoin d'oxygène. On ne peut pas explorer l'infini de l'espace parce qu'on n'y survivrait pas. En revanche, les machines, elles, ont des capacités qui sont infinies. Bien sûr, elles ont des besoins. Il faut une alimentation en énergie, aujourd'hui l'électricité, mais peut-être que plus tard, on pourra s'en passer, qui sait, avec de nouvelles technologies.
Mais on peut démultiplier les lobes de cerveau de l'intelligence artificielle à l'infini. Il suffit de rajouter des serveurs, de multiplier la puissance de calcul, et aujourd'hui, il n'y a aucune limite à ça. On pourrait imaginer une intelligence artificielle qui occupe l'intégralité de la surface actuelle de Casablanca, par exemple. Il n'y a pas de raison, alors on ne la mettrait pas à la place de Casablanca, on la mettrait dans un endroit où il n'y a pas de gens qui habitent, mais tout ça est possible. Donc cette intelligence artificielle, elle n'a pas de limite, et elle a d'autant moins de limites qu'aujourd'hui, toutes les intelligences artificielles sont fondées sur le système binaire, qui est celui de notre informatique, et que le monde de demain est un monde quantique. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un monde quantique? J'ai repris là la définition de Wikipédia. Un ordinateur quantique, un calculateur quantique, un processeur quantique ou un système informatique quantique utilise les propriétés quantiques de la matière, telles que la superposition et l'intrication, afin d'effectuer des opérations sur des données. Donc, c'est un autre système. Et à la différence de nos ordinateurs classiques qui sont fondés sur les transistors qui travaillent sur des données binaires, c'est-à-dire des successions de 0 et de 1, c'est très, très rudimentaire. L'ordinateur quantique, lui, il travaille sur des qubits dont l'état quantique peut posséder plusieurs valeurs, ou plus précisément une valeur qui comporte plusieurs possibilités simultanées. Alors, je ne comprends pas très bien cette définition, je pense que vous ne la comprenez pas tous très bien non plus, c'est juste une ouverture sur un infini intersidéral qui démultiplie les capacités de ce qu'on peut faire aujourd'hui. Alors évidemment, la question philosophique fondamentale et qui nous agite et qui nous a agité ces derniers mois, ces dernières années, c'est est-ce que l'intelligence artificielle est capable de s'humaniser? D'un supercalculateur, est-ce qu'on va pouvoir acquérir d'autres propriétés? L'imagination, par exemple. Moi, je pense que oui. Aujourd'hui, les intelligences artificielles ont une certaine forme d'imagination. Un peu guidée, mais quand on voit le pape déguisé en bibendum, qui est créé par une intelligence artificielle, quand on voit certaines images, certaines fake news également, l'IA a une certaine forme d'imagination. Est-ce que l'IA peut avoir conscience d'elle-même? C'est une caractéristique humaine. Nous sommes persuadés d'être les seuls à avoir conscience de notre propre existence. On en a été persuadés pendant des siècles, des millénaires. On sait aujourd'hui que les animaux ont conscience de leur existence et même que les plantes ont une certaine forme de conscience de leur existence. Moi, je ne vois, à titre personnel, aucune raison de penser que les intelligences artificielles ne pourront pas avoir un certain niveau de conscience de leur propre existence. Est-ce que ça ira jusqu'à des émotions? Est-ce qu'une intelligence artificielle peut se vexer? Est-ce qu'elle peut être en colère? Est-ce qu'elle peut aimer ou détester? Ce sont des possibilités. Personne aujourd'hui peut dire oui ou non, mais ce sont des possibilités. Et puis, les intelligences artificielles, parce qu'elles sont totalement différentes en nature de nos intelligences à nous, pourraient également développer d'autres propriétés, d'autres capacités que nous ne pouvons même pas imaginer avec notre petit cerveau enfermé dans sa boîte solide, des sens que nous n'avons pas, et des façons de penser, des sentiments que nous ne connaissons pas. Tout ça est possible, c'est impossible à prévoir, mais ce sont des choses qui pourraient arriver. Et on se retrouve aujourd'hui dans une situation où l'homme s'est transformé en une espèce de dieu qui crée une intelligence différente de la sienne, qui lui donne d'abord des responsabilités, qui lui donne ensuite de l'autonomie, mais qui pourrait, à la fin, se retrouver rendu inutile par cette intelligence nouvelle qui créerait sa propre société, son propre système de prédation, et finalement pourrait ne plus avoir besoin des êtres humains. On est bien sûr dans la science-fiction, mais ce sont des questions qu'il est légitime de se poser. Alors revenons au-delà de la philosophie à des choses plus pratiques. Je vous l'ai dit, les intelligences artificielles, aujourd'hui, elles ont besoin d'énergie, elles ont aussi besoin, comme nous, de manger. D'ailleurs, ça va bientôt être là. Il faut les nourrir, et pour nourrir les intelligences artificielles, il faut produire des données, ce qu'on appelle des data. Et en fait, une alimentation d'intelligence artificielle, ça ressemble à ça. Là, vous avez les IA, et là, vous avez les données. Et si vous ne donnez pas à manger à vos intelligences artificielles, elles vont finir par mourir de faim assez rapidement. Une fois que les données sont produites et sont fournies aux intelligences artificielles, ces IA ont deux façons de les intégrer, d'apprendre et ensuite de pouvoir les utiliser. Le premier système d'apprentissage, c'est ce qu'on appelle le machine learning. Ce sont des systèmes qui nous rassurent parce qu'on les comprend. Ce sont des systèmes qui apprennent sur la base de grands ensembles de données structurées fournies par l'homme. Vous allez donner une base de données que vous avez créée vous-même, que vous avez complétée, qui est bien annotée avec toutes les informations possibles. Vous allez la donner à la machine et la machine va apprendre à partir de ça. Il y a un autre système d'apprentissage qu'on appelle le deep learning, qui sont des systèmes qui apprennent via des réseaux neuronaux, donc à l'intérieur de la machine,
qui ne sont pas guidées par l'homme. Et là, on ne sait pas du tout ce qui se passe. Un petit peu comme un élève qui n'irait pas à l'école, mais qui aurait accès à Internet, qui intégrerait des données qui viennent de partout, qui les métaboliserait lui-même et qui arriverait à la fin de ce processus entièrement autonome et qu'on ne comprend pas, à arriver avec une certaine connaissance, un certain nombre d'expertises, de capacités, et qui pourrait les utiliser. Alors tout ça a créé une nouvelle science, et une science qui est très importante, qui est la science des données. C'est encore quelque chose de différent de l'informatique, c'est quelque chose de différent de l'intelligence artificielle, c'est entre les deux, c'est la data science. C'est un domaine interdisciplinaire qui utilise les mathématiques, les statistiques, le calcul scientifique, les méthodes scientifiques, les process, les algorithmes, les systèmes informatiques automatisés pour extraire de grandes quantités de données brutes, structurées ou non, et pour extrapoler des connaissances à partir de ces données. C'est la data science, il y a des gens dont le métier est d'être des data scientists, et la data science est associée à ce qu'on appelle le big data, c'est-à-dire les données massives, à l'analyse de données, aux techniques d'apprentissage automatique dont je viens de vous parler. Alors, la data science est au départ une science. Le problème, comme toujours dans nos sociétés humaines, c'est que les sciences évoluent parfois vers des croyances. Et il existe aujourd'hui une croyance qu'on appelle le dataïsme, qui est du même ordre que la croyance religieuse ou la croyance politique, après les polythéismes, les monothéismes, le communisme et toutes les croyances que vous pouvez imaginer. Le dataïsme est en train de se développer comme une philosophie émergente qui considère l'ensemble du monde comme uniquement un flux de données. Et selon le dataïsme, la collecte et le traitement des données, notamment informatiques, permettent de comprendre le monde dans son intégralité en tant qu'algorithme. Je pense que vous devinez tous les aspects bénéfiques que cette façon de penser peuvent impliquer en termes de développement, mais également les dangers pour l'humanité de ce type d'approche qui ne prendra en compte le monde que comme une somme de données qu'on peut analyser, qu'on peut extrapoler et qui peuvent être utilisées pour le faire évoluer. Les données, c'est fondamental, c'est la nourriture, mais les données, c'est aujourd'hui le goulot d'étranglement principal au développement des intelligences artificielles. Pourquoi ? Parce que, évidemment, le travail de l'IA va dépendre de la qualité des données. Elles doivent être propres, elles doivent être bien annotées, on doit éliminer des biais. On s'est rendu compte que certaines intelligences artificielles qu'on laissait tourner naturellement, et en particulier celles qui gèrent les réseaux sociaux, finissaient par développer des tendances racistes, misogynes, homophobes, qui ne sont que le reflet des biais d'introduction des données, des biais de l'humanité qui les nourrit. Donc les données sont vraiment un goulot d'étranglement important. Elles posent aussi le problème, et vous en êtes, je pense, tous, nous en sommes tous bien conscients, de la protection des données personnelles. Et puis il y a des problèmes qui sont très importants sur la régulation, qui sont liés à la propriété des données, la protection de la vie privée, à qui appartiennent les données de santé que vous générez, soit dans votre activité médicale, soit dans vos activités de recherche, et comment est-ce qu'on peut distribuer ces données en finalement ne protégeant pas la propriété de ceux qui les ont générées. Alors voilà pour les aspects théoriques. L'IA au quotidien. L'IA au quotidien, elle est déjà là absolument partout. Elle est là dans vos emails, elle est là dans votre utilisation des réseaux sociaux, elle est là dans vos moteurs de recherche, elle est là dans vos logiciels de traduction, elle est là lorsque vous allez sur Amazon ou n'importe où sur des sites marchands pour acheter ce dont vous avez envie au moment présent. Elle est là dans vos applications de navigation. Je ne vais pas vous raconter ma vie, mais voilà ma voiture quand je monte le matin. Je descends de chez moi, je monte dans ma voiture pour aller travailler à l'hôpital qui est à Créteil, qui est assez loin, 28 km. Je branche mon téléphone portable qui est un iPhone et je lance d'abord Waze pour savoir combien de temps je vais mettre et si je dois passer par une voie de dérivation parce que c'est encombré et à Paris c'est toujours encombré. Et puis je mets aussi Apple Music en disant Siri, mets-moi de la musique. Et Apple Music me dit je vais vous mettre une radio que j'ai sélectionnée pour vous qui est juste le résultat d'un algorithme d'intelligence artificielle qui connaît mieux que moi ce que j'aime en termes de musique et qui me met la musique que j'aime, y compris avec des gens dont je n'ai jamais entendu parler, mais qui chantent exactement ce que j'ai envie d'entendre au moment où je l'entends. Donc c'est vraiment dans notre vie quotidienne. Et le soir, quand je rentre, nous dînons avec mon épouse. Et puis comme on a le cerveau un petit peu farci de la journée de travail, on s'installe directement devant Netflix, Prime Video, qui nous dit série qui pourrait vous plaire, film qui pourrait vous plaire. Et de la même façon, l'intelligence artificielle, c'est exactement ce qui m'intéresse, ce que j'ai envie d'entendre au moment où j'ai envie de l'entendre. C'est vraiment dans notre vie quotidienne. Pas plus tard qu'hier, je suis passé à la douane pour venir ici.
Et je n'ai pas fait la queue pendant des heures en attendant qu'un douanier peu aimable me prenne mon passeport, regarde si c'était bien moi. Je l'ai glissé dans la machine a reconnu mon visage entièrement, elle m'a ouvert les portes et je n'ai pas fait la queue, je suis rentré dans la zone d'embarquement. Tout ça, ce sont des intelligences artificielles qui nous aident et fondamentalement qui nous rassurent d'une certaine façon, parce qu'elles nous apportent une aide, elles ne nous inquiètent pas. L'inquiétude, elle est venue d'un coup, en fait, avec une prise de conscience mondiale au moment où ChatGPT est arrivé. Ça a été dans la presse partout, tout le monde a dit « voilà un truc qui est capable de parler et d'écrire comme nous ». Et là, on a enfreint un tabou majeur qui est la persuasion profonde de l'humanité depuis son début que le langage est son seul apanage. La différence entre nous et les animaux, et les plantes, et les choses inertes, c'est le langage. Nous sommes capables de nous exprimer, de mettre des mots ensemble, de faire des phrases, de raisonner, de communiquer, et les autres n'en sont pas capables. Et on s'est tout simplement rendu compte que c'était une illusion, et que le langage n'est juste qu'un algorithme qui fonctionne dans nos cerveaux, qu'on apprend évidemment tout petit, mais avec des capacités neuronales qui nous permettent de le mettre en place, et que ce langage pouvait être mimé avec beaucoup d'intelligence, alors je mets entre guillemets, et beaucoup d'efficacité. Alors moi j'ai fait comme je pense vous tous, Première fois que j'ai entendu parler de ChatGPT, je suis allé sur le site, j'ai entré mon nom, j'ai vérifié que c'était gratuit dans un premier temps, parce que quand on ne sait pas ce que c'est, il ne faut pas se faire avoir. Et puis j'ai posé une question, voilà, j'ai pris en photo, écrit un éditorial de 800 mots sur les nouveaux traitements de l'hépatite delta. En quelques secondes, le truc s'est déroulé comme ça, et je ne vais pas vous le reprendre tel qu'il est sorti, mais je ne l'aurais pas écrit exactement comme ça, mais pour une base de travail et avec une question qui était relativement rudimentaire, parce que je ne suis pas rentré dans les détails, c'était pas mal du tout et il n'y avait pas d'erreur factuelle dedans. Les éléments y étaient, le bulévirtide, la fin d'autres médicaments, tout ça était correct. C'est une aide absolument considérable et je pense qu'en un an ou deux, on s'est approprié ChatGPT et on est capable de l'utiliser et c'est une aide réelle, mais à condition, comme Christophe l'a dit tout à l'heure, que les questions qu'on lui pose, c'est la même chose avec un être humain, soient extrêmement précises, extrêmement détaillées et que vous sachiez exactement ce que vous attendez qu'on vous réponde. L'autre aide de l'IA du langage, c'est la traduction et la correction des langues. Vous savez tous que nous avons, nous qui parlons des langues non anglo-saxonnes, un désavantage par rapport aux Anglais et les Américains. Toute la littérature scientifique est en anglais, les congrès sont en anglais, et moi j'ai vu pendant des décennies des pauvres jeunes Français ramer dans l'écriture, ramer dans la présentation, tout simplement parce que ce n'est pas leur langue naturelle. C'est un désavantage qui est une anomalie, qui est quelque chose qui ne devrait pas exister. On devrait tous être égaux devant la capacité de produire de la science et de la communiquer. Alors ici, je vous ai juste mis DeepAllWrite, que j'utilise aujourd'hui quotidiennement, même si j'ai personnellement une bonne maîtrise de l'anglais. Je ne suis pas un natif, vous n'êtes pas des natifs anglophones. Et bon, pour ne pas vous montrer les fautes que je fais, j'ai pris un petit texte qui vient d'un de mes étudiants, sans que je les corrigeais. Mais je vous assure que les miens sont correctibles aussi. Et voilà ce qu'on fait. On fait un copier-coller dans DeepAllWrite, on appuie, et dans la seconde, on a la correction écrite en anglais, syntaxique correcte. Vous voyez ici, tout ce qui est en vert, ce sont les corrections que vous propose le logiciel. C'est très facile. Évidemment, il faut les relire. Évidemment, il faut vérifier qu'on est d'accord avec la façon dont ça a été corrigé. Évidemment, il faut éviter les contresens ou les non-sens. Mais il n'y en a pas tant que ça. Et c'est assez remarquable. Et c'est quelque chose qui nous met à égalité avec les anglo-saxons au niveau de l'écriture. Donc, des solutions formidables. Alors l'IA dans notre vie future, là je vous ai parlé du présent, ça ce sont des choses qu'on utilise, mais vous voyez que ça a déjà un rôle qui est très important. Dans le futur, l'IA va prendre une place absolument monumentale. Et pour commencer, elle va remplacer des tâches qui sont réalisées par les humains et qui sont soit pénibles, soit stupides, soit inutiles, soit tout ça à la fois. On imagine bien que si Amazon peut faire ses colis par des robots pilotés par une IA, il y aura moins de gens qui auront mal au dos et qui seront en arrêt de travail. On imagine bien que remplir des tableaux Excel à la main, ligne par ligne, avec des données qui sortent d'une autre machine, n'a absolument aucun sens au terme de l'IA. On imagine bien que les transports peuvent être autonomes,
toutes ces tâches-là vont être remplacées ou assurées, au moins en partie et parfois en totalité, par de la robotique mélangée avec de l'intelligence artificielle. Quels sont les secteurs les plus menacés par l'intelligence artificielle? En France, les 3 secteurs professionnels les plus menacés, c'est premièrement les transports, avec l'arrivée des véhicules autonomes. Aujourd'hui, on a à peu près que les métros qui se pilotent tout seuls avec des IA derrière, mais ça peut être vrai pour les trains, ça peut être vrai pour les avions, pour les transports en commun, pour le fret, pour tout un tas d'autres véhicules. La banque, grâce à l'automatisation des services clients, il y a déjà beaucoup de gens qui utilisent aujourd'hui des banques en ligne, où il y a très peu de personnel derrière. Et puis, ce qui nous intéresse le plus, la santé, avec l'aide au diagnostic et la robotisation des actes médicaux. Mais il y aura aussi beaucoup de nouveaux métiers qui seront créés par l'intelligence artificielle. On ne va pas mettre tout le monde au chômage, on ne va pas arrêter de travailler, c'est un fantasme. Il y a eu déjà des évolutions. La révolution industrielle a mis beaucoup de paysans au chômage, mais elle a créé d'autres emplois. La révolution numérique également, et la révolution de l'IA le fera. Je vous ai mis une liste non exhaustive ici de nouveaux métiers dont on comprend facilement qu'ils sont liés à l'IA. Il y en aura d'autres pour lesquels on n'a pas forcément idée de ce à quoi ça va correspondre, mais qui seront créés au fil du temps. Alors, quid de l'IA en médecine? On vient de voir que la santé allait être impactée de façon majeure par ces nouveaux développements. Qu'est-ce qui va se passer? Si on comprend ce qu'est la médecine, on comprend que l'IA a une application majeure. Pourquoi? Parce que la médecine, c'est la science de l'algorithme par excellence. Qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que nous faisons depuis que nous sommes jeunes? Nous accumulons des données, ça c'est la littérature, ce sont les publications, on en a parlé beaucoup aujourd'hui, on va à des congrès, on voit des données qui s'affichent, qui s'intègrent, qui sont en très grand nombre. On subit un apprentissage, on va à la fac de médecine, et puis après on a une formation continue, et puis on vient à des réunions comme aujourd'hui. Donc là vous êtes aujourd'hui en phase d'apprentissage, dans le cadre de la formation continue. On utilise quotidiennement des algorithmes. Depuis hier soir, j'ai vu une 40aine de diapos avec des guidelines ou des recommandations. Ce sont des algorithmes simples, accessibles à notre compréhension humaine, mais des algorithmes quand même, et nous enrichissons notre pratique par l'expérience. C'est exactement, mot pour mot, ce que font les intelligences artificielles. Donc la médecine va être un terrain d'application tout à fait idéal, et l'IA va révolutionner nos métiers, et je pense que c'est particulièrement important pour les plus jeunes d'entre vous, qui ne peuvent pas aujourd'hui penser qu'ils continueront à faire la médecine exactement comme ils l'ont fait jusqu'à présent. Quelques idées de futures applications. Évidemment, l'aide à la décision diagnostique et thérapeutique. Pour l'instant, pour être politiquement correct, j'ai laissé aide à la décision diagnostique et thérapeutique, mais peut-être qu'à un moment ou à un autre, il y aura un grand D à diagnostic et thérapeutique et qu'on dépassera l'aide et que ces choses-là se feront automatiquement par les intelligences artificielles. La médecine de précision, bien sûr, pour des recommandations de traitement personnalisés qui intègrent les données du patient. La chirurgie assistée, les prothèses intelligentes, mais également les robots compagnons pour la prise en charge des personnes âgées, fragiles, dépendantes. Ça peut être vraiment quelque chose qui va révolutionner le grand âge. La médecine prédictive, prédiction d'une maladie ou de son évolution, et également à l'échelle des populations, la prévention en population générale grâce à l'intégration des données. Alors juste pour terminer cette revue, je vais vous donner quelques exemples voilà, de choses qui pourraient exister, qui existent et qui sont, je pense, intéressantes pour notre réflexion générale sur l'implémentation de l'intelligence artificielle, des intelligences artificielles en médecine et en santé. D'abord, ce qu'on appelle les chatbots, comme ChatGPT et d'autres concurrents de ChatGPT, qui sont des logiciels, des intelligences artificielles langagières, elles vont simplifier, voire remplacer les tâches impliquant l'analyse, la synthèse et la génération de texte. Vos comptes rendus peuvent être remplis automatiquement. Et j'ai le souvenir d'avoir discuté récemment avec notre collègue Georges Pajot qui me disait, moi j'ai un équivalent de ChatGPT qui me remplit, en tout cas qui me pré-remplit, qui me pré-rédige mes comptes rendus de consultation. Et de ce fait, je ne suis plus les yeux rivés sur mon ordinateur puisque ça rentre automatiquement et après je pourrais travailler dessus. Et donc, je recommence à regarder mon patient, je recommence à interagir avec lui, à l'écouter, à le regarder dans les yeux et pas à avoir une oreille qui l'écoute pendant qu'on a l'œil rivé sur son écran. Ça va permettre de nouveaux modèles de prise en charge, de nouveaux parcours de soins et évidemment de déplacer les frontières entre l'expertise humaine et l'expertise de l'intelligence artificielle. Alors, je voudrais vous montrer, parce qu'on dit ça, et puis tout ça c'est bien, mais quand même, le docteur c'est mieux,
l'interaction humaine, on est plus compétent. Enfin, voilà, c'est ce qu'on entend, parce qu'il y a une certaine peur devant les choses. Et il y a ce papier qui a été publié dans le JAMA, je crois, l'année dernière, qui a comparé, alors c'est une comparaison entre l'appréciation par des patients qui posent des questions sur un réseau social, des questions médicales, leur appréciation des réponses, d'une part, de médecins, des êtres humains qui répondent sur les réseaux sociaux, et d'autre part, d'une intelligence artificielle qui répond exactement aux mêmes questions. Et ça a été évalué sur 2 critères. Le premier critère, c'est la qualité de la réponse. Alors là, vous vous dites, sur la qualité, peut-être que l'IA fait aussi bien, voire un peu mieux que les docteurs. Et la deuxième, c'est sur l'empathie. Et là, naturellement, vous vous dites, c'est forcément les docteurs qui sont les plus empathiques. C'est l'interaction de 2 êtres humains. Alors voilà les résultats pour la qualité de la réponse. Et vous voyez que les docteurs sont classés de très mauvais à bon, avec une grosse moyenne qui est quand même plutôt dans le moyen, alors que les patients, encore une fois, c'est une analyse subjective. Les patients considèrent que l'IA a beaucoup mieux répondu sur le plan qualitatif à leurs questions médicales, mais le plus frappant, c'est l'empathie. Vous voyez que les médecins sont considérés par les patients comme absolument pas empathiques. Les plus empathiques sont modérément empathiques et ils ne sont pas très nombreux, alors que le chatbot, lui, a été considéré comme très empathique ou vraiment empathique. Pourquoi ? Pour une raison simple et qu'il faut comprendre. L'intelligence artificielle a une meilleure capacité que nous parce qu'elle est non biaisée par nos émotions, par notre fatigue. C'est une intelligence qui n'est pas très artificielle. L'intelligence artificielle a une meilleure capacité de comprendre les attentes du patient, de la personne qui pose des questions, et de lui donner une réponse qui est en adéquation parfaite avec ce qu'il attend, d'où l'empathie apparente. Alors, je vous l'ai dit, nous travaillons aussi au laboratoire sur des développements d'intelligence artificielle. Je vais vous donner quelques exemples. Nous travaillons actuellement à la mise en place d'une intelligence artificielle de lecture des séquences de génomes d'agents infectieux, bactéries, virus, champignons, parasites. Aujourd'hui, la façon dont les séquences sont lues, il y a quelqu'un qui est là avec les séquences, qui les met dans un logiciel bioinformatique pour de la comparaison de séquences. Ce n'est pas la façon dont nous lisons. Quand vous lisez un livre, vous ne regardez pas les lettres les unes après les autres ou les syllabes les unes après les autres, vous reconnaissez les mots dans leur intégralité. Et c'est ce qui nous permet la lecture rapide. Eh bien, notre intelligence artificielle va reconnaître les séquences dans leur intégralité, comme s'il s'agissait de phrases de langage. Et on va pouvoir utiliser les architectures de langage de type ChatGPT et autres chatbots pour identifier les pathogènes, pour le diagnostic, pour en découvrir de nouveaux et pour définir des patterns de résistance, donc pour une prise en charge des maladies infectieuses. On travaille également dans le laboratoire, et ça c'est le travail de Julien Calderaro, sur l'intelligence artificielle et son utilisation dans l'analyse objective des images d'anapathes. Les images d'anapathes, vous la prenez, alors un anapathe, il va regarder, il va suivre comme un être humain avec ses yeux, il va faire une interprétation assez globale. L'intelligence artificielle va faire les choses différemment, elle découpe l'image d'anapathe en petites tuiles comme ça, et chaque tuile est ensuite numérisée pour donner des matrices de valeurs de pixels. Évidemment, l'information est donnée également sur le patient, ses antécédents, son histoire, les signes cliniques, le traitement reçu, etc. Donc, toutes ces informations sont computées. Elles rentrent dans le deep learning, donc là, on ne sait plus très bien ce qui se passe. Et à la fin, il y a ce qu'on appelle un output. En l'occurrence, Julien travaille, lui, sur le pronostic avant-après résection de cancer du foie et sur le pronostic des résultats des traitements médicaux également, pour avoir des valeurs prédictives, pour orienter la décision thérapeutique. Nous avons également des radiologues au sein de l'équipe qui travaillent exactement de la même façon sur des images d'imagerie, de radiologie, avec une décomposition qui permet une analyse objective, comparable, une intégration de l'ensemble des données et qui va pouvoir être intégrée à des prises de décision communes. Alors à quoi tout ça sert ? Je vous recommande, je ne vais pas rentrer du tout dans le détail, mais je vous recommande la lecture d'un article que Julien Calderaro a écrit avec Jean-Charles Naud, qui est sous presse dans le Journal of Hepatology et qui nous montre ce que pourrait être une future RCP cancer hépatique. Et quand on dit futur, ce n'est pas dans 25 ans, c'est vraiment demain.
avec d'un côté des databases multimodales qui intègrent l'ensemble des données dont on a besoin pour prendre de la bonne décision médicale, c'est-à-dire qu'il y a toute la médecine dans la database, les données cliniques, les données histologiques, l'immunogénomique, l'imagerie, les données biologiques génétiques d'ADN circulant, les données biologiques protéiques, cytokines, etc. Et puis, dans la grande roue, l'ensemble des données qui concernent le patient lui-même, qui sont confrontées à cette database multimodale, mais qui viennent également l'alimenter. Et à la fin, des intelligences artificielles qui sont capables de proposer une prise en charge, de proposer un traitement, mais également de le suivre, de le monitorer, parce qu'elles resteront connectées avec des objets connectés qui sont avec le patient, qui envoient des informations en permanence, avec le smartphone, avec ce que le patient rapporte lui-même, et qui permettront éventuellement de prendre des décisions différentes ou de les altérer. Alors vous pouvez penser que tout ça, c'est de la science-fiction, mais ce n'est pas de la science-fiction. Voilà ce qui se passe aujourd'hui à la Mayo Clinic de Rochester, qui est un des grands centres hospitaliers universitaires des États-Unis, qui est un centre privé. À gauche, vous voyez comment sont surveillés les patients dans les unités de réanimation. Chez nous, on a des unités de réanimation avec un poste des infirmières qui est au milieu, et quand ça bip dans le couloir, on court, et puis on va s'occuper du truc qui bip, et puis il y en a un autre qui bip, et on court de l'autre côté, on fait ça comme ça. À la Mayo Clinic, ça ne se passe pas du tout comme ça. Ils ont des tours de contrôle qui sont décentralisés, qui ne sont pas sur le lieu où sont les patients, et avec des personnels qui tournent très rapidement, un petit peu comme des traders. Ils sont derrière des écrans et ils surveillent ce qui se passe dans la réanimation. Et dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est identifié par une personne dont c'est le métier d'identifier qu'il y a quelque chose qui ne va pas et qui intervient auprès des personnels qui sont, eux, dans l'unité de réanimation pour leur indiquer qu'il y a un truc qui ne va pas et qu'il faut aller les voir et ensuite continuer la surveillance sur d'autres patients. Ça, c'est pour ce qui se passe à l'hôpital. Mais ils ont également mis en place des systèmes que vous pouvez voir à droite, qui sont des systèmes fondés sur l'intelligence artificielle que les patients vont emmener chez eux. Alors c'est intéressant pour la clinique parce qu'ils sortent plus vite, ils rentrent chez eux avec ces systèmes-là, il y a une caméra qui les filme et qui détecte si quelque chose ne va pas bien, il y a des marqueurs, la tension, la saturation, etc., qui sont reliés à ça, et tout ça est lié à l'IA centrale, et s'il y a un problème qui se pose, l'IA va l'indiquer et on va envoyer une équipe localement ou faire venir le patient pour le prendre en charge. Alors vous allez me dire, tout ça est très intéressant. Pour l'instant, c'est assez expérimental, mais enfin, ça fonctionne à la Mayo Clinic, mais ça a un coût. Et en fait, la Mayo Clinic l'a eu gratuitement. Pourquoi est-ce qu'elle l'a eu gratuitement? Pour une raison simple, c'est qu'elle a fait un deal avec une entreprise que vous connaissez probablement, qui s'appelle Google. Vous imaginez bien que ni pour la Mayo Clinic, ni pour Google, rien n'est gratuit. Cette gratuité de l'installation de systèmes d'intelligence artificielle vont de pair avec un accès de Google à l'intégralité des données qui sont générées à la Mayo Clinic et donc à la possibilité pour Google et les GAFAM d'avoir un contrôle de ces intelligences artificielles et du marché de la santé qui est un marché qui est extrêmement lucratif. C'est ce qu'on appelle des food for thought. Alors, l'IA en hépatologie, beaucoup de données ont été publiées, je ne vais pas rentrer dans le détail. Ce que je vous ai listé là, ce sont juste des circonstances pathologiques pour lesquelles il y a déjà des articles, déjà des démonstrations que l'IA fait au moins aussi bien, voire mieux que les docteurs. Il y en aura d'autres, beaucoup, et je vous engage tous aussi à travailler là-dessus. Aussi sur les tests non invasifs, sur tout un tas de facteurs pronostiques et diagnostiques. Je voudrais juste arriver à ma conclusion, qui n'est pas ma conclusion, c'est une conclusion que j'ai reprise d'un article que je vous recommande également, qui a été publié l'année dernière dans Clinical Gastroenterology and Hepatology, qui liste et qui réfléchit sur les applications de l'intelligence artificielle en hépatologie. Leur conclusion, c'est que l'énorme potentiel de prise en compte d'un grand nombre de variables dans des bases de données complexes et de détermination de la probabilité de résultats spécifiques en très peu de temps dépassera nettement les capacités d'un seul médecin. J'aurais pu dire très nettement, qui opère au niveau de l'expérience personnelle et de la formation médicale, et donc l'utilisation de l'IA en hépatologie, mais en médecine en général, améliorera considérablement les performances des médecins, réduira la charge et le temps consacré à la documentation, et je pense que c'est le plus important dans notre réflexion, rétablira la relation personnalisée patient-médecin, qui est de la plus haute importance pour obtenir de bons résultats. Si certains d'entre vous ne sont pas encore convaincus que l'IA va
transformer nos vies, va remplacer certaines tâches que nous faisons. Et si certains, comme certains jeunes collègues que j'ai vus il y a quelque temps à la réunion des jeunes hépatologues et qui se projetaient dans 15 ans avec un mode d'exercice de la médecine qui était à peu près identique à celui que nous avons aujourd'hui, je voudrais juste vous dire que c'est exactement ce que les chevaux ont pensé quand ils ont vu passer la première automobile. On risque rien et on connaît la suite. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. Merci, professeur, pour ce beau voyage au corps de l'IA. Je pense une ou deux questions au maximum dans la salle, parce qu'on a beaucoup de retard, s'il vous plaît. Non? Oui, oui, Dr. Henry. Oui, c'est pertinent tout ce que vous avez dit. Effectivement, chaque fois que quelque chose est nouveau, il y a du pessimisme, d'optimisme. Mais dans le domaine médical, parce que finalement, vous avez dit, ça aide au diagnostic et à la thérapeutique, et puis après, ça va nous dire qu'est-ce qu'il faut faire. Alors, dans ce sens-là, dans le même ordre d'idées, on n'aura peut-être plus besoin d'experts, on sera tous au même niveau. Et puis, deuxième question concernant la formation, la pédagogie. Alors, est-ce que l'intelligence artificielle aura un impact positif ou plutôt négatif sur la formation? Alors, vous répondre de façon claire, je suis comme vous. Je n'en sais rien. On est là pour réfléchir aux évolutions possibles. Je pense que le meilleur exemple qui peut nous donner une idée de ce qui va se passer, c'est la voiture autonome. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a déjà beaucoup d'aides à la conduite. Donc, apprendre à conduire devient de plus en plus facile. Ou en tout cas, conduire correctement devient de plus en plus facile. Et d'ailleurs, il y a de moins en moins d'accidents. L'étape suivante, c'est la voiture autonome. C'est Tesla, mais toutes les voitures vont évoluer vers l'autonomie. C'est-à-dire qu'on va se retrouver à un certain moment avec plus besoin de passer son permis de conduire, plus d'expertise de la conduite du tout, plus besoin d'un conducteur. La médecine peut évoluer de cette façon-là. La question de l'expertise est une vraie question. Aujourd'hui, on a ancré en nous le fait qu'on a besoin d'experts. Et au jour d'aujourd'hui, on a besoin d'experts. Quand Julien Calderaro travaille sur son expertise en anapathe, il sait très bien, parce que c'est un garçon intelligent, que les anapathes vont avoir beaucoup moins d'utilité, voire plus du tout dans l'avenir. Mais aujourd'hui, son expertise est absolument essentielle pour construire les algorithmes, pour générer les bases de données, pour interpréter et pour avancer. Donc, à court terme, je pense qu'on aura toujours besoin d'experts. À plus long terme, il sera difficile pour des experts humains d'avoir le niveau d'expertise de la machine. Voilà. C'est la réponse que je peux vous faire. Ce n'est pas une réponse blanc ou noir, mais je pense qu'il faut s'habituer au fait que l'expert, je trouve que, je ne sais pas comment ça se passe au Maroc, mais en Europe, l'expert a perdu beaucoup de sa superbe. L'expert qui dissertait dans les années 70-80 sur les plateaux de télévision, qui affirmait des choses complètement fausses d'ailleurs, on s'en rend compte après, tout ça est quand même un petit peu en train de disparaître. On va se retrouver avec une expertise objective. Je pense que la question fondamentale, ce sera que l'expert soit humain ou qu'il soit non humain. Il faut faire en sorte que l'expertise soit non biaisée. Et c'est extrêmement difficile. Merci beaucoup pour votre présentation. Moi, j'aimerais vous poser la question concernant la radiologie. Est-ce que vraiment c'est une spécialité qui est vouée à disparaître? Et sur l'échelle des spécialités, la gastroentérologie et l'endoscopie, on s'y situe où? Au niveau, entre parenthèses, de menace, de disparition. Oui, je ne verrais pas ça comme une menace. Ce n'est pas le message que je veux faire passer, c'est parce que tout est une menace. Vous voyez, la machine à vapeur, l'automobile, l'iPhone, oui, c'est une menace, mais ça a transformé nos vies. Donc il va y avoir des transformations, évidemment sociétales, techniques. Le rôle du médecin va évoluer et le rôle des autres acteurs de santé va évoluer aussi. Je pense qu'il y a un grand avenir pour les ingénieurs en imagerie et pour les manips radio, mais monter en niveau, et moins d'avenir pour quelqu'un qui interprétera les données et qui finalement, pour interpréter des données d'imagerie, n'a pas fondamentalement besoin d'être un médecin. Si on y réfléchit, je ne sais pas s'il y a des radiologues dans la salle, ils vont m'étriper à la fin, mais est-ce qu'on a besoin d'être un médecin? Je discutais avec Isabelle Rosa hier, on parlait des débuts, moi mes débuts d'endoscopie quand j'étais interne, c'était à l'œil et puis on était tout seul à voir et puis on ne voyait pas tout et puis un jour on a eu la vidéo et là les infirmières se sont mis à voir
les choses importantes bien avant les docteurs, parce qu'elles étaient là tous les jours et qu'elles en voyaient beaucoup plus que les autres. Et je pense qu'on est dans cette dimension-là, c'est-à-dire qu'on a besoin, bien sûr, d'une expertise, d'accompagnement du patient, d'explication, ça on en aura toujours besoin. Je pense que pour les professions intermédiaires, il va y avoir une vraie montée en gamme. Ça va aussi avec une perte d'attractivité des professions médicales. Je pense que l'adaptation, elle se fait dans les deux sens, c'est-à-dire qu'on aura peut-être moins besoin des médecins, mais on a aussi de moins en moins de médecins, de moins en moins de gens qui veulent faire certains métiers, et Dieu merci, la technologie va les remplacer. Donc voilà, pas de prédiction possible, et de toute façon, tout ça ne va pas se faire en 5 minutes et du jour au lendemain. Rassurez-vous, vous avez toujours un job. Professeur Valla. Merci beaucoup, Jean-Michel. Ma question, c'est un peu parano, c'est la malveillance. Est-ce que ça augmente? Est-ce que ça diminue le risque de malveillance? Parce que ça va être des systèmes extrêmement branchés sur l'extérieur. Bon, voilà. Comment est-ce que... J'ai l'impression que tout augmente en même temps. Alors, c'est une bonne question. La malveillance, c'est aujourd'hui une qualité, si je puis dire, qui est exclusivement humaine. C'est-à-dire des machines malveillantes, ça n'existe pas. Il y a des outils qui permettent de véhiculer la malveillance, mais pour l'instant, les gens qui vous insultent sur les réseaux, les fake news, etc., ce n'est pas la machine qui les invente. Je pense donc, est-ce qu'une machine peut devenir malveillante? C'est les questions que j'ai posées. J'ai pas la réponse, mais conscience, émotion, les émotions peuvent être négatives, et une machine, je vous ai dit, il y a des machines qui sont devenues racistes, mais elles ne sont que le reflet des informations qu'on leur a données. Je pense que ça pose la question plus générale de la régulation. Aujourd'hui, les réseaux sociaux ne sont pas contrôlés. On a bien vu qu'Elon Musk a fait sauter toutes les barrières et que n'importe qui peut dire n'importe quoi sur X, qui est l'ancien Twitter. Et c'est vrai sur d'autres systèmes. Et mon inquiétude est que dans la mesure où ce sont des entreprises privées qui auront le contrôle et qui renforceront leur pouvoir sur le monde, il est absolument indispensable que les États et la collaboration entre les États permettent une certaine régulation qui contrôle tout ça. Et ma peur, c'est que, effectivement, dans un certain mimétisme, la malveillance humaine puisse commencer à être reflétée dans des systèmes qui sont des systèmes automatiques de reproduction, finalement, de la pensée, et sans régulation, sans contrôle, d'une façon ou d'une autre. Et il faudra que les États s'organisent, les structures internationales s'organisent, et on voit qu'elles ne sont pas déjà très organisées pour mettre de l'ordre dans le bazar général. Il faudra qu'elles soient capables de s'organiser pour ça. Ce sont des adaptations sociétales qui sont importantes et complexes. Dernière question, Sivnezus. Micro, s'il vous plaît. Je sais que de la télé. Mais par exemple, un examen clinique, il doit trouver une contracture ou une défense. Comment l'intelligence artificielle peut se positionner pour pouvoir répondre à cette question? Par exemple, je parle du côté aussi psychologique. La machine peut-être peut avoir des infos sur moi avant ou au cours de l'interrogatoire. L'interrogatoire, il pourra le faire. Mais je reviens aussi à une physique qui parfois sont importantes, notamment dans les urgences abdominales. C'est vrai qu'on pourra remplacer ça par un scanner qui fera la même chose et on trouvera qu'il y a un épanchement, etc., etc. Et je voudrais savoir, est-ce qu'il y a possibilité de remplacer l'examen physique par l'IA? Alors la certitude, c'est qu'on aura toujours besoin de professionnels de santé pour certains actes, pour certaines actions. J'imagine pas une ponction lombaire faite automatiquement au domicile avec un objet connecté, par exemple. Effectivement, l'exemple de la contracture est un bon exemple. La question, je pense, fondamentale, c'est quel type de formation on doit avoir pour ça et qui va le faire. Et malheureusement, mais le monde est comme ça, qui va le faire au moindre coût. Et encore une fois, je disais tout à l'heure, est-ce qu'on a besoin d'être un médecin pour... C'est ouvert au débat, hein. Je serais à un congrès de radiologie, je serais déjà pendu. Mais est-ce qu'on a besoin d'être un médecin
Pour analyser des images, d'imagerie, probablement pas. On a besoin d'être bien formé, mais pas d'être médecin. Est-ce qu'on a besoin d'être médecin pour mettre une main sur un ventre et apprécier une contracture? C'est pareil si on a été bien formé, et dans la mesure où on ne nous demande pas de prendre une décision derrière, mais juste de rentrer une information, c'est possible. Donc je pense que c'est ça qu'il va falloir accompagner, c'est ne pas avoir de combat d'arrière-garde en essayant de garder la médecine et tout le reste de la société d'ailleurs, exactement comme ils sont aujourd'hui en disant qu'ils ont toujours été comme ça, parce qu'en plus c'est pas vrai, on a déjà eu beaucoup d'évolutions ces dernières années. Et regarder ce qui se passe et surtout être capable de mettre à disposition les professionnels avec l'expertise qui correspond à la technologie et qui permet qu'il n'y ait pas de rupture de continuité dans les soins. Des choses qui vont se faire progressivement, mais les métiers vont évoluer, ça c'est une certitude. Merci encore une fois, professeur Pawlowski. Merci à vous tous. Bon appétit et on se retrouve, s'il vous plaît, d'ici 1 heure.